on a tous à peu près un peu de la famille en Arménie, on a tous de la famille qui voit ce qui se passe en Artsakh, et on identifie les tensions qui peuvent s'y passer. Moi, j'en ai parlé un peu avec ma famille, justement, pour préparer cette émission. Même en Arménie même, il y a des dissensions entre les familles, en disant pourquoi est-ce que les Russes nous ont abandonnés, mais on n'aurait pas dû faire le jeu des Russes. Pachinian a voulu faire le jeu contre les Russes, du coup il nous a abandonnés. Et si on lâchait l'Artsakh, parce que finalement c'est un problème, l'Artsakh aussi a créé certaines jalousies, parce que c'était ce qui drainait le plus d'argent à l'international. Forcément, un conflit auprès d'une diaspora, ça va concentrer de l'argent. Donc ça, en plus de ça, ça a fracturé la société arménienne, peut-être pas énormément, mais il y a eu des petites fractures. Et en France, on voit l'Arménie aussi comme un pays de cocagne. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est le pays des vacances. Un petit peu, l'Artsakh s'est identifié comme la Suisse du Caucase. On voit tout ça un peu de loin. Moi, je suis allé qu'une seule fois en Arménie, par exemple, alors que je suis un membre de la diaspora. Il y a des membres qui y vont plus souvent. Mais par exemple, moi, je suis originaire de Turquie. Ma famille vient de Turquie. Donc, l'Arménie actuelle n'est pas spécialement le berceau de ma famille. Donc, à chaque fois, ce sont pas mal de projections. On a de nouveau de la famille, etc. Bien sûr, il y a une dimension très personnelle dans tout ça, mais est-ce qu'on est en colère contre la communauté internationale qui n'en fait pas assez, ou bien est-ce que... Mais on est en colère, depuis un siècle. Ça fait un siècle qu'on est en colère, ça fait un siècle qu'on crie dans le désert. Ça fait un siècle qu'on tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, il y a autour de nous des dangers, il y a une Turquie qui essaye de nous attaquer, de nous grignoter, il y a un voisin russe est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ou pas ?» Et en fait, ça vient continuer. On crie d'une certaine manière, on souffre, on se fait grignoter. Et finalement, à l'international, les réactions, c'est beaucoup de communication. Mais s'il n'y a pas le grand frère russe, finalement, il n'y a rien. Dorothée Schmidt, quand on voit Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, aller à Bakou, dire que c'est un pays fiable et qu'on va s'appuyer sur lui pour doubler nos importations de gaz en compensant le gaz perdu en Russie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que je dis toujours, c'est que l'Azerbaïdjan a eu l'impression d'avoir le trophée d'immunité de Koh-Lanta quand c'est arrivé. C'est-à-dire que là, tout est permis. On est parti, et je pense que c'est quand même ça qui a déclenché... Grâce à la guerre en Ukraine, grâce et surtout ces démonstrations, effectivement, d'amitié, de besoin, de diplomatie excessivement réchauffée vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Mais tous les pays producteurs de gaz ont cette chance en ce moment. Mais c'est quand même là où il y a vraiment un scandale, je pense, de la communauté internationale. Parce qu'on sait très bien que le gaz que les Azéris nous envoient, il y a une partie, c'est du gaz russe. On met un coup de tampon, ça vient de l'Azerbaïdjan. Ils ont plus de pétrole que de gaz, en tout cas. Parce qu'un certain nombre de compagnies gazières ou pétrolières azéries sont détenues à 10, 15, 20% par des compagnies russes qui sont certes indépendantes, mais plutôt proches du pouvoir. Il y a une immense hypocrisie, un immense scandale aussi sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est la même chose que ce qui se passe en Russie, en Ukraine. On a un dictateur, en tout cas un chef d'État autoritaire, qui s'appelle Aliyev, qui a les mêmes méthodes. Qui a hérité le pouvoir de son père. Que ce que fait Poutine en Ukraine, c'est-à-dire qu'il a utilisé des mercenaires, en l'occurrence djihadistes, il a utilisé des bombes à phosphore, il a bombardé des hôpitaux, il a bombardé des écoles pendant 2 ans. On ne dit rien. Encore une fois, ce n'est pas une différence de nature qu'il y a entre ces deux conflits, il y a une différence de degré. Il y en a un qui est 10, 15, 20 fois plus important que l'autre. Mais si on est cohérent avec nos valeurs universelles, européennes, on devrait condamner, on devrait sanctionner l'Azerbaïdjan de la même façon qu'on a sanctionné. Donc, non seulement on ne sanctionne pas, mais on prend son gaz, on achète son gaz et son pétrole en disant, comme ça on sanctionne la Russie sans être handicapé. Mais c'est la même chose, c'est le petit frère de Poutine. C'est là où il y a de quoi être en colère contre la communauté internationale qui ferme les yeux sur cette immense hypocrisie. On est au cœur de notre... ne ferme pas les yeux non plus. Personne ne sanctionne Aliyev. Personne ne sanctionne Aliyev. On va écouter Madame Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale et qui s'est rendue à Yerevan très récemment. Voyons ce qu'elle dit. À l'heure où les principes du droit international sont bafoués en Ukraine, où les valeurs démocratiques de l'Europe sont dangereusement remises en question, nous réaffirmons aujourd'hui à quel point elles doivent être notre boussole et à quel point la France est solidaire avec l'Arménie. Alors Claire Mouradian, la France est solidaire, ça vous fait une belle jambe, je dirais. C'est bien, mais enfin, c'est mieux que rien. Ouais. Non, c'est rien, Claire, c'est rien. Non, mais attends, laisse-moi finir. En fait, il y a un proverbe arménien qui dit « lorsqu'on se noie, on se raccroche à l'écume ».
la vague. Ouais. Voilà, la situation de l'Arménie en ce moment, c'est un petit peu celle-ci. Ça a été celle-ci aussi il y a plus d'un siècle, au moment des premiers grands massacres de masse du mouvement à l'époque hamidienne du sultan Abdulhamid, 1894-95, où il y a eu un très grand mouvement arménophile, non seulement en France, mais dans le monde entier, avec les plus grands noms de l'extrême droite à l'extrême gauche, etc. Mais, in fine, il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu un vraiment mouvement d'opinion pour interpeller le gouvernement. Il n'y a pas eu de sanctions déjà à l'époque, alors qu'il y en avait pour d'autres régions. On n'est pas intervenu. Donc ça a été un gage d'immunité. Au moment du génocide, pareil, il y avait des possibilités d'intervention, notamment de la Russie. Bon, disons que la France et l'Angleterre étaient occupées sur 2 fronts, mais la Russie était là, a laissé faire, et après s'est alliée avec les Kurdes, qui faisaient aussi partie des massacres. Il y a des demandes, juste à la veille de la guerre, pour essayer d'amener l'Empire ottoman dans le camp de l'entente, où on leur promet une garantie d'intégrité territoriale. On dit, y compris en cas de massacre en Arménie. On n'interviendra pas. C'est écrit dans les documents diplomatiques. Et puis, à la fin de la guerre, voilà, on les a bercés de bonnes paroles. Donc, il y a un problème, un ouvrage arménien qui parle de l'Arménie éternelle victime de la diplomatie européenne. Oui. Et au niveau de la communauté internationale, mais je dirais aussi au niveau des relations turco-russes dont on avait parlé tout à l'heure, il y a une gestion des crises en utilisant telle ou telle nation. Et d'ailleurs aussi l'Azerbaïdjan, d'une certaine façon, est instrumentalisé. Et les populations sont les variables d'ajustement du règlement des conflits. Alors pour l'instant, c'est l'Azerbaïdjan qui l'emporte pour X raisons, mais d'une autre façon, il est aussi, il est également instrumentalisé. Et là, on est au niveau de la Russie et de la Turquie. En fait, il y a eu effectivement 5 siècles de guerre, mais j'avais travaillé il y a aussi beaucoup de traités de paix. Toutes les guerres se suivaient de traités de paix. Et la période des guerres est beaucoup plus infime que la période des ententes, des accords commerciaux, des échanges. Et à chaque fois, ça se fait autour de la stabilisation de la région. Alors, on s'envoie des coupeaux de bananes, mais c'est intéressant. Finalement, vous n'êtes pas désespéré, ça nous rassure. Non, je ne suis pas désespéré. Je pense que c'est une péripétie, hélas, tragique. Ce n'est pas la première. Il y a eu d'autres moments où le Karabakh l'Artsakh a été occupé, vidé de sa population, etc. L'Arménie a subi un génocide donc, de plus de la moitié de sa population, même. Et donc a survécu. Les Arméniens sont entêtés, font partie... voilà. Ils existent encore avec leur langue sur leur territoire, de plus en plus réduit, malheureusement. Alors là où je ne sais pas la suite, parce que je suis historienne, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas si on atteint le breaking point. Ouais. Mais la communauté internationale ne fera rien. Écoutez, il y a d'autres Elle ne fera rien cette fois-ci ? Jean-Christophe, vous avez accompagné des délégations comme celle-ci. Ça ne sert à rien, c'est quoi? C'est une démonstration? Ça ne sert à rien, non, j'exagère. C'est des petites notes de musique qui font une partition. Et effectivement, s'il y a dans le monde entier ces notes de musique qui se multiplient, on arrivera à quelque chose. Et là, il faut quand même rendre hommage au président français, Emmanuel Macron, qui est en Europe tout seul à porter cette affaire pour plein de raisons économiques, diplomatiques. Les Allemands, ils ont 3 millions de Turcs donc, chez eux, donc ils veulent, ou 3 ou 4. En tout cas, ils ne veulent pas avoir de problème avec la Turquie, donc avec l'Azerbaïdjan. Les Italiens, toute Giorgia Meloni qu'elle est, elle a besoin du gaz pour chauffer l'Italie, de la même façon que l'Espagne, que la Croatie a besoin. Personne ne parle de l'Arménie sauf la France. Je crois qu'on n'est pas du tout dépendant. Dans la réalité, je crois que nous, la France, on ne dépend pas du gaz azéri parce qu'on a l'Algérie notamment. Il y a effectivement des pays européens qui en ont besoin. Donc Emmanuel Macron est tout seul. Lorsqu'il y a eu le sommet à quadripartite à Prague au mois d'octobre, il a quand même tordu le bras de l'Union européenne. Il a fait une réunion avec Pachinian, Aliyev, Charles Michel dans la même pièce. Ça a duré 4 ou 5 heures. Et à la fin de la réunion, il envoie une mission d'observation de l'Union européenne que personne ne veut en Europe, qui se promène le long de la frontière en Arménie. C'était un mois après la guerre où l'Azerbaïdjan a bombardé l'Arménie. Depuis, l'Arménie n'a pas été bombardée parce qu'il y a quand même aussi parce qu'il y a cette mission qui se promène. C'est quelque chose de tirer sur des gardes frontières arméniens, c'est autre chose de tirer sur des observateurs géorgiens, italiens ou irlandais. Donc, il faut quand même rendre hommage à Emmanuel Macron, d'être très très vigilant sur ça et d'être tout seul en Europe à essayer de porter quelque chose qui soit autre chose que des paroles, des belles paroles. Il en a eu, mais il n'a pas eu que des belles paroles, Emmanuel Macron. Il y a 2 ans, il a dit il y a un agresseur qui est l'Azerbaïdjan et il y a des mercenaires djihadistes. C'est le seul à avoir osé le dire. Donc, je crois que les Arméniens, en plus, vu le rapport qu'ils ont avec la France, il y a quand même un énorme espoir et un unique espoir qui est sur la diplomatie française dans les jours à venir, et notamment sur cette affaire du corridor de la Chine, parce que c'était une affaire humanitaire et que les Français ne sont pas maladroits
dans les affaires humanitaires et savent intervenir eu égard à ce qu'ils ont fait dans le passé, aussi bien en Afrique d'ailleurs qu'en Yougoslavie ou dans d'autres pays. Donc il y a cette idée que vraiment tout n'est pas désespéré, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Après, il sera trop tard, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et alors les États-Unis, on ne les entend pas parce qu'ils ménagent la Turquie avant tout, Dorothée Schmidt ? Non, les États-Unis ont réagi en fait. Alors il y a différents niveaux de réaction, puisqu'on a la fameuse visite de Nancy Pelosi au moment déjà, une du retour d'offensive. Alors, reconnaissance du génocide par Biden, très important. Ça c'était vraiment une attente historique extrêmement forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu très très peu de réactions en Turquie. En fait, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était un tabou absolu, et en réalité, c'est passé quasiment comme une lettre à la poste, parce qu'on a une relation stratégique qui fait que pour la Turquie et les États-Unis, c'est extrêmement important, mais ils savent qui est le patron quand même. Il y a un moment où ça s'impose. La diplomatie américaine, elle est quand même préoccupée par cette situation dans le Karabakh, donc je pense que si elle pouvait trouver un moyen de s'infiltrer, elle le ferait, mais elle a quand même la crise ukrainienne sur les bras. Et puis le groupe de Minsk, c'est aussi la Russie. Et là, en ce moment, entre États-Unis et Russie, c'est un peu comme mutatis mutandis sur le dossier du nucléaire iranien, le JCPOA, je ne vois pas comment on va le relancer si on n'a pas la Russie et la Chine. C'est-à-dire qu'on a quand même des formats qui sont des formats multilatéraux, post-guerre froide, où on avait mis à la même table les États-Unis et la Russie. Donc ça, c'est un sujet. Ça veut dire que si la diplomatie américaine y va, elle y va seule, et elle est considérée par les Russes comme concurrente et comme venant sur le terrain russe. Et Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle y aille ? Je crois qu'il faut attendre que les Turcs règlent le problème. Le déplacement de Nancy Pelosi, c'est énorme. Enfin, c'est quand même, mais ça peut être un geste très important. Il ne faut pas oublier que l'Arménie, c'était il y a en septembre-octobre, l'Arménie, c'est le balcon sur l'Iran. Vous n'imaginez pas une seconde que l'Iran acceptera que les Américains mettent les pieds en Arménie et les surveillent soient quasiment des voisins. Ils ne le font pas déjà, non ? Pas vraiment. Il y a une très grande base américaine, quand on va de l'aéroport de Yerevan à Yerevan, ils sont quand même implantés. Ils sont là-bas. Pas très grande base. C'est une ambassade. Ah, une ambassade. Une ambassade avec grande des... Non, il y a un aéroport. C'est la plus grande ambassade au Caucase. Non, mais là, en ce moment, effectivement, l'urgence, c'est la question humanitaire immédiate pour le Karabakh qui est en train de mourir de faim, et de froid. Il y a après, il y a aussi les questions culturelles, parce que dans les zones prises par l'Azerbaïdjan, le patrimoine est effacé, réapproprié, etc. Bon, on efface les traces, donc là aussi, il n'y a pas de sanctions. Il y a le discours de haine qui se propage et qui est entretenu dans le pays avec un régime extrêmement autoritaire. Moi, j'ai quelques collègues amis. On parle de l'Azerbaïdjan. À qui je n'ose pas écrire depuis la guerre pour ne pas les mettre en péril, parce que je sais que la correspondance par les mails et tout, etc., peut être surveillée. Donc il y a aussi cette question de régime, il y a ce danger. Et puis d'une certaine façon, l'Azerbaïdjan aussi, finalement, quand on parle de démocratisation, de droits des peuples, etc., défend l'ancien ordre impérial colonial, parce que c'est les résultats aussi de l'administration tsariste puis soviétique. Et donc cette sortie d'empire et de cette sortie de cette décolonisation, c'est pas faite dans ces régions. Alors il y a des enjeux locaux très très forts, des enjeux de démocratie. Donc c'est pas les mêmes régimes en Arménie et vous en parliez Azerbaïdjan. Tout à l'heure de turning point. Vous pensez que là, les uns les autres, on est c'est-à-dire à quel moment on est à un moment de bascule? C'est une menace existentielle, potentiellement. Il y a une menace existentielle, y compris sur l'Arménie. On a parlé tout à l'heure de 1,5 million à la fois sur l'Artsakh et sur l'Arménie. L'Artsakh, c'est un laboratoire. Parce que d'ailleurs, quand nous, il y a 2 ans, avec Sylvain Tesson, on est là-bas, on est revenu avec la certitude que l'Artsakh, c'était pas qu'un problème de droit international, de souveraineté territoriale, c'était une sorte de laboratoire. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après ? Eh bien, l'Azerbaïdjan a bombardé, encore une fois, l'Arménie elle-même, l'Arménie souveraine reconnue par tous les États de l'ONU. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan occupe 150 km². Et le discours de Aliyev, c'est de dire, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'Azerbaïdjan occidental. C'est quoi l'Azerbaïdjan occidental ? C'est le Zangezur, le Sounik, le sud de l'Arménie. Et Yerevan. Pourquoi Yerevan ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un mélange de démographie. Au début du XXe siècle, Yerevan, il y avait autant d'Arméniens que de Tatars qui habitaient à Yerevan. Ce n'est pas une ville ethniquement arménienne. En 1722, les Turcs ont pris Yerevan, donc occupé. Et c'est au nom de ces occupations éphémères, certes, puisque Yerevan était arménienne bien avant, que les Azéris revendiquent aujourd'hui le sud de l'Arménie, Yerevan, pour réduire vraiment l'Arménie à une peau de chagrin.
Parce qu'il y a un discours profondément raciste dans la société azerbaïdjanaise. Il faut bien savoir que les Azéris, certains Azéris appellent les Arméniens les restes de l'épée, sous-entendu ce qui est resté après le génocide. Il en reste quelques-uns, on va finir de leur couper la tête. C'est quand même ça la mentalité en Azerbaïdjan. Non, c'est un terme turc, oui. Oui, mais repris par les Azéris volontiers. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le sujet humanitaire, les sujets culturels sont autant d'entrées diplomatiques en réalité pour la communauté internationale. Donc ça, c'est très important de le dire parce que c'est par là qu'on peut entrer sur un sujet où on a quand même, une controverse de droit international parce qu'on a quand même des textes de l'ONU qui ont dit que l'occupation de l'Artsakh par les Arméniens était quelque chose qui allait à l'encontre du respect de la souveraineté des États, etc. Donc en réalité, l'ONU, elle a condamné l'occupation arménienne. Et c'est sur cette base que les Azéris ont réussi aussi, en 2020, avec leur guerre de 44 jours, à justifier et à finalement... Il y a eu un laisser-faire de la communauté internationale qui a à voir avec ça aussi, avec cette question de droit international. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un effort de paix qui mette les choses sur la table. Et comme on a tous dit que c'était compliqué parce qu'il y avait des gens partout qui n'étaient pas à l'endroit où ils devraient être ou qui voulaient rester là, mais qu'il allait falloir qu'on s'arrange et qu'on vive ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment de révisionnisme des frontières avec des États qui sont dans des logiques effectivement racistes, nationalistes, expansionnistes, racistes sur des fondements parfois religieux, alors qu'au départ, l'Azerbaïdjan, c'est un pays plutôt laïciste, c'est un pays qui a quand même hérité, qui d'abord, comme on l'a dit, ils sont chiites, les Turcs sont sunnites, ils ont hérité cette soviétisation des religions, donc on est dans un moment d'exacerbation de toutes les tensions, alors qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une vraie initiative diplomatique multilatérale en faisant venir des acteurs de l'extérieur. Et donc, je pense que ces points d'entrée sont très importants. Et le sujet humanitaire, effectivement, la diplomatie de Macron sur beaucoup d'autres terrains, elle entre par l'humanitaire.